On est en live. Bonjour à On est en tous. live. Bonjour à tous. Tu peux couper le son par contre, peut-être que ça va nous perturber. On va couper le son. Voilà. Voilà, donc on voit à peu près comment ça se. Ouais, bah voilà. Donc maintenant on commence à regarder là parce que. Effectivement, faut pas qu'on se Pour regarde. l'instant, il y a une personne, c'est moi en fait. Voilà, c'est ça. Donc On pourra couper ça marche. le replay. Bon, du coup, bonjour à tous. Bonjour à Bienvenue tous. Dans ce nouveau Niap Club. C'est Voilà. le deuxième. Si vous n'avez pas vu le précédent, ça s'est passé il y a 2-3 semaines, je crois. Donc on C'est avait ça. une quinzaine de bouquins présentés à cette époque-là. Donc il y a Tout à quand même fait. matière à lire et à découvrir un certain nombre de choses. Ce coup-ci, on a décidé de faire une sélection plutôt neige, plutôt. Avec une thématique hiver, neige, Noël, un petit peu comme ce qui arrive. Donc on a choisi des bouquins dans ce qu'on aime, sachant qu'on a des goûts différents tous les deux. Donc on a choisi des bouquins avec cette thématique-là qu'on va vous présenter. Donc c'est des choses qui peuvent être sorties récemment ou pas du tout. C'est un peu Là, le l'avantage. défi, c'était vraiment de trouver des bouquins avec de la neige dedans ou le Père Noël ou des choses en rapport avec Noël Ouais, dans nos bibliothèques. Donc c'est un vrai challenge parce que c'est pas forcément les critères ce qui motive nos achats. Donc ça va vraiment être du picorage dans nos bibliothèques respectives c'est ça. pour trouver des choses qui peuvent se rapprocher de la thématique. L'idée étant de faire des Niap Club avec des thématiques spécifiques à chaque fois quand Oui. on a la possibilité Alors, de on le faire. pourra faire des spéciales rentrées Voilà, ou c'est ça. des voilà, mais Quand il y a des contextes particuliers, on n'hésitera pas à en parler. eh ben tu commences. Ouais. Tu as gagné. Je commence avec du coup un premier bouquin, donc premier de cordée. Ça n'est absolument pas un bouquin politique, c'est un bouquin qui parle d'alpinisme du côté de Chamonix. C'est avant d'être un BD, c'est quand même un roman. Je sais, c'est ce que j'allais dire. D'abord, c'est une trilogie écrite dans les années 40 par Roger Frison Roche, qui est Ouais. à la fois explorateur, écrivain, il a été journaliste, il a été alpiniste, enfin, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Donc c'est une trilogie qui a été adaptée en bande dessinée. Donc ça, c'est le premier tome, il y en a deux autres. La petite subtilité, c'est que celui-ci, il est sorti chez Artege BD. Alors que les deux autres sont sortis aux éditions du Rocher, donc rien à voir. D'accord. Ah ouais. Et c'est une adaptation du coup, Avec du roman. Donc voilà. Avec un style graphique qui est assez intéressant. Alors voilà, effectivement, j'ai l'impression que c'est de la couleur directe dans le sens où j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle ou de la peinture, donc c'est des couleurs qui peuvent être un petit peu plus fades que pas dans le sens négatif. Très mais pastel un peu en fait plus dans le pastel, travail. voilà, dans le. Pas forcément de peinture, mais c'est très pastel. Tout à Sympa. fait. C'est pas forcément un style vers lequel j'aurais été initialement, mais donc c'était Ouais. un cadeau qu'on m'a offert et donc c'est l'occasion de découvrir d'autres œuvres. Et la thématique du bouquin, c'est quoi Du coup, c'est un groupe d'alpinistes qui va aider l'un de leurs clients à escalader l'une des montagnes près de Chamonix. Il se trouve qu'il va y avoir un accident, que l'un des alpinistes guides va mourir lors de cette expédition. Donc ça commence vraiment par un truc un peu joyeux. Super. Et il se trouve que du coup, son fils et d'autres alpinistes du côté de Chamonix vont aller chercher son corps qui est resté en hauteur dans la montagne. Ça va être tout un récit sur les dangers de la montagne, l'appel de la montagne pour les gens qui sont passionnés par cette discipline. C'est assez intéressant. Ça donne envie justement d'aller se promener dans les sommets enneigés du Très côté de bien. Chamonix. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est le premier. Et moi, j'enchaîne avec un. C'est pas une première nouveauté, mais du coup, c'est pas mal. C'est un bouquin de Causet. Qui s'appelle Joyeux Noël Mai. C'est édité chez Air Libre avec la pagination Air Libre ancienne génération. J'aime beaucoup Causet, c'est peut-être pas son meilleur bouquin. On aura l'occasion de reparler de tout ce qu'a fait Causet. Il a beaucoup de thématiques hivernales, la recherche de Peter Pan, le boutade d'azur, la montagne, etc. Là, c'est l'histoire en fait, c'est une rencontre entre deux femmes que tout oppose. Voilà, avec des paysages qui sont assez sympas. Deux femmes que tout oppose dans le Colorado, à Rocky Mountains, qui est un parc naturel, je crois. Et c'est la période de Noël. Donc on voit en fait que ils préparent les fêtes, etc. Et en fait, May voyage, tandis que Tallulah, en fait, qui est une jeune femme, revient là où elle a grandi. Et les deux jeunes femmes vont se rencontrer. Faire connaissance et découvrir qu'elles ont un lien particulier entre elles en fait. Donc en fait c'est du Causet toujours graphiquement en fait. C'est la période le style mature de Causet en fait parce qu'on voit que son style a beaucoup évolué à travers les époques. Il y a beaucoup de travail sur les éclairages. En fait, il y a souvent des contrastes, soit avec les vues d'intérieur et les vues d'extérieur, donc entre le chaud et le froid. Mais après, on peut voir aussi qu'il y a des contrastes entre le clair-obscur, comme on peut voir là. C'est vachement bien fait.
en fait, ça s'apparente à une comédie sentimentale de Noël, mais un peu plus travaillée, un peu moins M6, quoi. Et c'est très sympa à lire, en fait. C'est un très bon album, et vu qu'on arrive dans les fêtes, en fait, c'est très positif à regarder. Voilà. Moi j'aime beaucoup Cosé, c'est toujours du bleu et du jaune qui se marient assez bien. Oui. C'est assez symptomatique. Oui, et c'est bien quand il est dans des récits adultes, parce que moi je le préfère sur ce genre de choses que sur les choses qu'il a fait chez Glénat avec Mickey, qui est un peu plus naïf, c'est sûr, mais voilà, après c'est chacun ses goûts, mais voilà. Donc ça c'est Joyeux Noël, mais c'était ma première sélection. Vas-y. Allez, on enchaîne avec Les Carnets de Cerises, donc là c'est le tome 3, le dernier des 5 trésors, donc c'est... Je vais faire le tourneur de page encore. Vas-y, n'hésite pas. Moi je connais pas, j'ai pas lu ça. Tu n'as pas lu. Donc ça se passe à la veille de Noël, donc c'est assez intéressant, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Il y a beaucoup de neige, c'est un petit jeu de piste puisque Cerise c'est un peu la Jérôme Bloch version junior. Elle est passionnée à la fois par l'écriture parce qu'elle tient un journal, un peu un journal de bord où du coup c'est à rajouter à chaque fois des pages où elle insère des notes manuscrites. Comme si c'était le personnage du coup qui écrivait, et elle fait ses petites enquêtes auprès des gens de sa ville. Et là en l'occurrence donc c'est une relieuse, donc c'est quelqu'un qui restaure les livres, qui les répare, etc. Sympa. Qui du coup découvre un colis dans son arrière-boutique, un colis qui va les emmener sur un jeu de piste dans le passé du coup de cette relieuse. C'est assez touchant, assez intime et aussi... voilà, c'est dans la thématique de Noël, donc c'est assez chaleureux. Et ça, c'est le tome 5, tu dis? C'est le tome 3. 3, pardon. Alors, le tome 5, justement, je l'ai chroniqué, il se trouve sur la chaîne YouTube de Niap. Donc, vous pouvez retrouver la chronique du tome 5, et de mémoire, j'avais été assez accessible. Donc, théoriquement, on peut reprendre la série en marche sans difficulté. Et c'est édité chez... Delcourt, collection Métamorphose. Delcourt, enfin, c'est Soleil, plutôt. C'est Delcourt ou c'est Soleil? C'est Soleil, Delcourt, Métamorphose. Édition Soleil, c'est écrit là. Édition Soleil, oui, mais c'est le même groupe, donc mais pour moi c'est la même chose. Je sais bien. C'est collection Métamorphose, donc le premier ou le deuxième avait reçu le Fauve Jeunesse à Angoulême il y a quelques années. Puis donc c'est comme assez. C'est une série qui a été couronnée de succès. Ça m'étonne que tu ne connaisses pas parce qu'il se trouve si je connais de nom, mais je du coup, la dessinatrice Aurélie Néret est donc passionnée de Franck Pay, de l'auteur de Broussailles, et le premier en est malgré tout très inspiré dans l'esprit, etc. Donc c'est quand même assez. Je le lirai. Assez sympa pour toi qui aime cette série-là. Voilà. Je le lirai. Bouquin suivant, bouquin au pluriel suivant. On enchaîne. Moi je triche, mais donc le prix de l'argent et la loi du dollar. Je vous en ai parlé dans la dernière émission. Moi c'est mon diptyque de Largo Winch. Alors pourquoi il y a des BD? Parce que les BD se suivent et l'histoire complète se tient sur ces deux BD là. C'est mon diptyque de Largo Winch préféré. Pourquoi en fait ça colle avec la thématique? Parce que ça se passe en hiver. Ça se passe en hiver à Deer Point dans le Montana. En fait, le point de départ, c'est le patron d'une fabrique de ski, qui se suicide en direct à la télé devant Largo Winch et devant des millions de spectateurs. Ambiance. Ça donne le ton. Très vite, Largo et le groupe W se retrouvent incriminés au cœur d'une affaire médiatico-judiciaire. Et bon, la thématique, on est toujours rachat, bénéfice, délocalisation, complot. Et donc Largo va se retrouver en cavale, et en fait il se retrouve en cavale dans des paysages qui sont bien et toujours dessinés par Philippe Franck, donc c'est toujours chouette quoi, c'est toujours bien, surtout que c'est un dessin c'est l'époque Philippe Franck alors il est sorti au début des années 2000 je crois, c'est l'époque où Philippe Franck avait un bel ancrage sur ses pages, il est sorti en 2004. Il y a un bel ancrage sur ces pages et c'est cool. Voilà. Donc le point positif, c'est qu'on a un contexte économique qui était déjà pertinent et qui l'est toujours. C'est comme on a d'habitude avec les Largo. Une gestion du rythme qui est maîtrisée avec beaucoup d'action. Peut-être pas autant que dans le dernier album, mais beaucoup d'action. Un petit côté rétro. Pourquoi je dis côté rétro? Parce que on se retrouve avec des vieilles voitures, des voitures des années 90. Des vieux appareils, des vieux ordinateurs portables, etc. C'est sympa. Le dessin de Franck est super beau. Il y a des contrastes aussi qui sont vachement bien entre chaud et froid. Et il y a des similitudes avec les tomes 6 et 7 de 13 dans le scénario. C'est normal, les deux sont scénarisés par Van Hamme. Voilà. Et c'est sympa, vraiment. Voilà.
pour une thématique hivernale, c'est bien. Pour les gens qui connaissent pas la 13, du coup, c'est, je te laisserai expliquer, mais c'est effectivement une BD qui se passe aux États-Unis. Aussi, à peu près à la même période, plutôt espionnage que économique, et on en reparlera une prochaine émission parce qu'il y a des choses à dire aussi qui sont intéressantes. C'est quelqu'un d'amnésique, et je note juste qu'effectivement c'est beaucoup plus petit que le format. Oui, c'est les anciens ceux-là. Donc c'est les anciens en fait, et comme on voit, bien effectivement, redimensionné. Les nouveaux Largo sont grands et les anciens sont petits. Ça fait des pages plus grandes, c'est toujours sympa, voilà. T'as parlé de suicide, j'aime bien les trucs un peu tragiques. Et ben vas-y, enchaîne. On va parler de Protecto. Alors cette série elle est assez peu connue aujourd'hui, c'est assez dommage d'ailleurs. C'est encore du Dupuis. Ça s'appelait Mèche Rebelle initialement, donc là c'est l'intégrale, c'est sorti au début des années 2000. Et donc le premier tome se passe la veille de Noël, là encore, donc on est toujours dans la thématique avec de la neige, avec ce type de paysage. C'est assez urbain et en fait ça raconte l'histoire. Il faut considérer que le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, il y aurait une destinée qui serait écrite comme un scénario de film. Et concrètement, donc, il y a des gens qui sont amenés à jouer des rôles plus importants que d'autres dans le scénario. Il y a des gens qu'on appelle les élites, majeurs, mineurs, enfin peu importe, et d'autres qui sont là que pour donner, on va dire, la réplique à ces personnes un peu plus importantes. Donc on appelle ça des protagonistes, c'est limite des figurants en fait dans le scénario initial. Et il se trouve que du coup la mort suit le scénario et tue les gens en fonction de ce qui est écrit. Et un beau jour, du coup, la veille de Noël, elle se plante et elle tue quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû tuer, qui avait un rôle déterminant pour l'avenir de l'humanité dans le scénario qui a été écrit. Et du coup, ça va venir tout chambouler. Et il se trouve que, en gros, les élites, là en l'occurrence, c'est ce qu'ils appellent une élite majeure, donc c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans le scénario tel qu'il a été écrit initialement. Elle est protégée par une entreprise qui s'appelle Protecto, qui en fait c'est une sorte d'ange gardien, de gens qui sont là pour protéger les gens qui ont un rôle déterminant dans le scénario. Et à partir du moment où la mort va se planter à la veille de Noël, ça va mettre un bazar monstre dans le scénario initial, et donc ça va avoir plein de conséquences dramatiques en cascade derrière. Et je trouve ça assez bien écrit. Par contre, effectivement, c'est assez lourd dans le scénario, puisque la mort, puisque des suicides, parce que un certain nombre de choses assez dramatiques. C'est un récit assez fort, un récit d'aventure. Ça m'intéresse, moi, personnellement, c'est des choses que je connais pas, et voilà. C'est vrai que c'est pas mal. C'est Zidrou, hein, donc fatalement, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Zidrou est pas mal, et ça ressemble un peu à du Dodier dans le dessin. Je trouve que c'est un peu plus... Dodier première époque. Dodier première époque, c'est-à-dire Dodier années 80. Quoi. La montre peut-être à la caméra, c'est peut-être mieux que... Voilà. J'ai montré, j'ai tourné les pages déjà pas mal. J'étais en train de discuter, du coup j'ai pas regardé. C'est pas mal, moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Ok, ça je vais le lire. Plus du Noël un peu dark, quoi. C'est bien aussi. Noël un peu dark. Et ben on va relever le niveau. On va relever le niveau parce qu'on est comme ça. On va parler un peu comics. On va parler Klaus. Klaus, c'est quoi ? C'est un comics signé par au scénario Grant Morrison, que si vous lisez un peu de comics, vous connaissez. Grant Morrison, c'est un grand nom des scénaristes comics. Il a travaillé chez Marvel avec les New X-Men. Dessiné par Frank Whiteley, et il a fait un long run sur Batman qui a eu plusieurs dessinateurs, qui était avant le run des New 52. Donc en fait c'est pas mal, c'est quand même un gage de qualité. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un trappeur itinérant qui arrive à Grimsvig. Grimsvig, c'est une ville qu'il a connue, mais la ville a changé, tout est calme, mort, éteint quand il arrive. Et du coup, c'est assez bien résumé sur la première page. Donc, il arrive à Grimsvig ici, voilà. Et puis, il arrive dans une ville qui est assez sombre, morte, voilà. Et donc, un despote a pris le pouvoir et fait régner la terreur, notamment en éternisant les fêtes de Yule. Et les fêtes de Yule sont ce qui s'apparente aux fêtes de Noël. Donc Klaus va lutter contre ça. Il est d'abord expulsé de la ville, puis après, en échafaudant un plan, il va tenter de revenir. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que ça raconte au final dans tout ça ? Ça raconte les origines du Père Noël, un peu romancé. Donc avec un Père Noël badass quand même. Je vous laisse, voilà, c'est lui le monsieur là. Donc on retrouve les cadeaux, on retrouve les sapins, c'est vachement bien. L'histoire est pas exubérante plus que ça, mais c'est sympathique à lire, vraiment. Pour les fêtes en plus c'est pas mal. Il y avait les films de Noël dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant il y aura les comics de Noël. Et c'est pas évident en plus, hein, des comics de Noël, ça doit pas courir les rues. Non, ça doit pas courir les rues, mais c'est pas mal. Donc le dessin et les couleurs de Dan Mora sont vraiment chouettes. Dan Mora, c'est un
un dessinateur qui commence. On ne l'a pas vu trop souvent sur des séries. On l'a vu entre autres sur Ext, si vous avez vu, édité chez Glénat. Donc celui-là est édité chez Glénat Comics aussi. Hein. Il y a eu une intégrale qui est sortie de Ext, où c'est pas le seul dessinateur, mais il a dessiné une bonne partie. Et il a travaillé sur Power Rangers, qu'on retrouvera aussi chez Glénat. Beaucoup de belles images, en fait, des cadrages qui sont vraiment chouettes, très cinématographiques, comme j'ai montré tout à l'heure. Et il y a quelques écarts de finesse entre les pages, entre les décors, etc. Mais globalement, tout ça s'équilibre bien et c'est divertissant. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'est Klaus. Alors, il y a un tome 2 qui est sorti. Ça, c'est sorti l'année dernière, au mois de décembre, je crois, novembre ou décembre. Il y a un tome 2 qui est sorti. Alors celui-là, du coup, c'est plutôt du médiéval fantastique. J'ai oublié de le dire. C'est ça le truc. C'est du médiéval fantastique. Le deuxième, a priori, doit se passer, si je raconte pas de bêtises, vous me le direz si je raconte des bêtises, le deuxième doit se passer dans une autre époque, je pense. Voilà. Ok. Eh bien, on s'en va du coup dans l'est de l'Europe. On va en Ukraine, du côté de Tchernobyl. C'est pas forcément l'endroit rêvé pour les vacances. Quoique, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Voilà. Ça se passe en 1986, environ 6 mois après la catastrophe. Là, on est donc dans la période plutôt enneigée, c'est plutôt octobre-novembre, avec, si tu veux tourner, je vais tourner. Parce que tu es plus dans l'axe. Avec ce qu'on appelle les liquidateurs, donc c'est les gens qui ont été missionnés pour aller tuer des animaux ou à dire enterrer plutôt des matières radioactives qui sont retombées de ci, de là dans la zone contaminée. Et il se trouve que du coup là on suit un enfant qui est l'un des enfants d'un liquidateur leur mission c'est de tuer des chiens et de les ramener, en tout cas de ramener leurs dépouilles à l'extérieur de la zone pour montrer qu'ils ont bien tué les chiens pour récupérer de l'argent en échange. Et il se trouve que dans le premier tome, il trouvait un passage secret vers l'un des réacteurs de la zone d'exclusion, donc la zone contaminée, et il découvre qu'il y a plein d'enfants qui vivent dans cette zone. Donc c'est un récit un peu fantastique au cœur de la zone contaminée. Et il se trouve que donc on est dans les terres vraiment enneigées là parce que c'est une période vraiment de Noël, une période en tout cas hivernale. Donc c'est assez sympathique. C'est un décor du coup qui est complètement désertique, il n'y a plus personne, c'est une ville complètement morte. Moi j'aime beaucoup, j'en avais fait la chronique sur YouTube sur la chaîne Lumière. D'ailleurs j'avais fait une boulette parce que j'avais attribué la colorisation au dessinateur. Alors il y a bien une coloriste qui a fait les décors enneigés de cet album là. C'est un diptyque. C'est un diptyque, tout à fait. D'accord, donc ça c'est le deuxième. C'est le deuxième tome, mais le premier, de mémoire, il n'y avait pas de neige, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Très bien. Voilà, et donc ça donne un paysage un peu différent. On a eu la montagne juste avant, là c'est une zone... C'est signé Aurélien Ducoudray au scénario, c'est ça. Qui est connu aussi pour avoir travaillé sur beaucoup de scénarios de tous les types. Il n'a pas de genre de prédilection. Il n'a pas de genre de prédilection, il se trouve qu'on l'a déjà interviewé sur Niap à l'occasion du coup de The Grossery. Oui, d'accord. Donc c'est un truc encore, on en reparlera ça, mais c'est vrai qu'on avait fait donc l'exposition The Grossery. C'est le premier auteur qu'on a interviewé sur Niap au moment du lancement du média. Donc il y a un petit côté un peu historique. Et donc il y a aussi des vidéos courtes qui sont sorties sur Facebook, donc qui sont dans nos archives d'Aurélien Ducoudray. Donc si jamais ça intéresse des gens, n'hésitez pas à aller creuser. Ça c'est édité chez Grand Angle. Encore. Voilà monsieur. Hop. Alors ensuite, il n'y a pas d'enchaînement, là du coup on essaie de faire des trucs, mais là il n'y a pas. Voilà. C'est pour vous parler d'un des classiques du franco-belge, le Serment des 5 Lords. Donc c'est un Blake et Mortimer, évidemment. Donc c'est un retour sur le passé en fait du capitaine Blake dans cette aventure. C'est situé à Oxford et dans un musée, l'Ashmolean Museum, qui abrite une collection en fait de vestiges archéologiques. Alors la grosse particularité de ce bouquin, c'est signé donc Yves Sante au scénario et André Juillard au dessin. André Juillard qui en a fait quelques-uns, des Blake et Mortimer. Du coup la particularité c'est que l'histoire elle met en scène Thomas Edward Lawrence. Je regarde là parce qu'en fait c'est écrit, donc en fait il vaut mieux que je le lise sans problème. Donc c'est un officier anglais qui a vraiment existé et qui a été surnommé Laurence d'Arabie. Il y a eu des films, il y a eu des bouquins, etc. Il a notamment écrit lui-même un bouquin. Et donc il y a un pont en fait avec l'histoire et c'est assez courant chez Yves Sante. Si vous regardez, en fait, j'ai dû publier hier toujours un bouquin du scénario d'Yves Sante qui n'a rien à voir avec l'hiver, qui s'appelle La vengeance du comte Scarbeck, qui là aussi crée des ponts avec l'histoire. C'est assez habile, ça s'enchaîne. Donc ça semble être une spécialité de Yves Sante et c'est pas mal.
Donc en fait, cette histoire-là, en plus, la deuxième particularité, c'est que c'est typé Agatha Christie. Donc pour ceux qui aiment bien les policiers anglais pour Noël, c'est sympa. Donc voilà. Toute l'action se passe en hiver. D'accord. Et d'ailleurs, je pense à Agatha Christie, mais rien que le nom, le Serment des Cinq Lords, fait très très Agatha Christie en fait. Donc c'est vraiment un roman policier, il y a une belle ambiance, du coup très calme, feutré. Quand on voit des scènes dehors avec la neige, on entend le bruit des pas, enfin c'est vachement bien foutu. On retrouve une narration qui est assez proche de celle de Jacobs, peut-être un peu plus légère, mais enfin bon, on retrouve quand même, il y a du texte, il y a des cases, il y a beaucoup de choses dans les cases, pardon. Le dessin de Juillard est comme d'habitude très élégant, très fin, très propre. Il a su adapter son style, qui est assez personnel aussi, donc à Blake et Mortimer. Par contre, là, sur ce coup-là, c'est pas lui qui fait la colorisation, afin de rester vraiment dans le genre de ce que faisait Jacobs sur la série. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne lecture. Après, bon, dans la thématique hivernale, sachant qu'il vient de sortir La Vallée des Immortels tome 2, Ouais, alors ça, pour ceux qui aiment. ça Voilà. m'attire un peu moins pour le coup. Moi, celui-là m'attire un peu moins, je m'y retrouve un peu moins. En tout cas, pour une lecture typée hivernale, etc., ça, c'est vachement bien. J'en profite juste pour dire que le Serment des Cinq Lords, c'est l'un des rares bouquins Blake et Mortimer à ne pas avoir Ulrich dans du coup Tout à fait. les antagonistes. Tout à fait. Au même titre que du coup le Piège diabolique, dont j'ai eu l'occasion de parler lors d'un voyage que j'ai pu faire sur les traces de cet album. Et la vidéo est encore une fois disponible sur la chaîne YouTube de Nia. Ouais. Et on enchaîne. On enchaîne pas tout, on a raison de le faire. Hein. Si on le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc C'est ça. Voilà. Donc en fait, on enchaîne avec un autre bouquin qui est le 4e tome en fait de Conan, le Cimérien, édité chez Glénat. Parce que Conan, vous en retrouvez édité chez Panini, plutôt typé Marvel, etc. C'est vraiment deux approches différentes pour le personnage. La particularité de la série Glénat, c'est que chaque album est signé par un auteur ou un duo d'auteurs différents. D'accord ? Donc ça, c'est le tome 4. Il est signé Robin Recht, qui est scénariste et dessinateur. Et Robin Recht, moi que j'ai découvert avec cet album, a notamment travaillé sur la série Elric ou Julius, c'est le spin-off du Troisième Testament. Ce bouquin est un récit adulte, clairement. Voilà. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Robert E. Howard qui a été publiée en 1934, d'abord modifiée, et puis sous la forme Conan, vraiment en 1953. Oui, parce qu'il faut noter que du coup c'est tombé dans le domaine public, je crois, l'an dernier. Alors, le fait que, en Europe, les droits de Conan sont tombés dans le domaine public. Donc Glénat a décidé de publier une série qui s'appelle Conan le Cimérien. Aux États-Unis, le personnage de Conan n'est pas dans le domaine public et les droits ont été acquis par Marvel. C'est pour ça que les durées sont pas les mêmes les durées sont pas les mêmes et c'est pour ça que donc Conan est désormais un personnage de l'univers Marvel. On aura peut-être l'occasion d'en parler une prochaine fois. Et donc le personnage est rentré dans la continuité Marvel avec notamment, si j'ai bien vu, les Savage Avengers, les Vengeurs de la préhistoire. En gros, c'est ça. L'approche ici de Glénat est complètement différente. Moi, j'ai tendance à préférer celle-ci, avec plusieurs albums qui ont toutes des spécificités. Et c'est vraiment sympa. Donc, en fait, je disais que c'est un récit adulte. On retrouve quand même le travail de Robin Reich qui est superbe, avec des doubles pages vraiment super bien traitées comme ça. Voilà, ça paraît très simple à faire, mais ça rend très très bien. Et ça développe l'ambiance en fait du récit. Donc après, c'est sûr qu'on arrive avec... Il y a du sang, c'est sanglant. Quoi, voilà. Donc, comme je disais, c'est un récit adulte. C'est un jeu, une course entre Conan et Ymir, qui est la déesse, qui est une déesse, et la fille du géant du gel, comme le titre le stipule. Du coup, ça se passe juste après une bataille entre deux peuplades, les Aesir et les Vanir. Voilà. Du coup, on retrouve bataille sanglante, froid, guerrier nordique, neige, enfin voilà. C'est un affrontement épique, héroïque. Moi, je trouve après, ça n'engage que moi, poétique, passionnel, et c'est érotique par moment, clairement, voilà. Où le brut, en fait, tout le côté brut de Conan affronte une forme de douceur que représente Ymir. Et Robin Reich retranscrit parfaitement ce contraste-là dans le dessin. Il y a quelques petites notes d'humour aussi.
C'est un travail très personnel, je trouve, de l'auteur, vraiment. Très graphique aussi. Et d'ailleurs, on appelle ça bande dessinée, mais on pourrait très bien l'adapter en roman graphique, enfin l'appeler roman graphique, tellement c'est particulier. Voilà. Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de la série de Conan, de Glénat. C'est pas mal, vraiment, c'est agréable à lire. Là, pareil, on avait parlé de Conan déjà sur la chaîne YouTube, notamment d'un de Ronan Toulouat, de mémoire. C'était le précédent, c'était le tome 2, pardon. Donc il y a aussi matière, si la série vous intéresse, il y a pas mal de choses, puisqu'on a fait beaucoup d'auteurs, une leçon de dessin aussi de Conan, où on avait fait gagner un dessin il y a un an, je crois. Donc il y a aussi matière, si ça vous intéresse, à creuser cette thématique sur la chaîne. Et c'est vraiment bien, en fait, il y a plusieurs approches dans les personnages. J'ai pas lu tous les albums, mais c'est vraiment très sympa. Et on va terminer rapidement, en fait, avec Québec. Alors Québec, j'avais fait une chronique sur cet album. Vous pourrez la retrouver sur les pages Facebook. Québec, c'est signé... alors ça se passe en hiver aussi, voilà. C'est signé Philippe Gauclair au scénario et au dessin. Donc Philippe Gauclair, il a fait Koralowski chez Dupuis, il a fait Convoi aux Humano. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il a un style graphique, il a une patte, comme on dit. Moi j'ai trouvé, je développe en fait, vous lirez dans la chronique, je ne vais pas le répéter, je vous engage à aller sur la page. Ce que je n'avais pas précisé à l'époque, c'est que c'est inspiré clairement du roman La Nuit des Temps de Barjavel, en fait, où on découvre une entité qui est complètement enfouie sous la glace. Et j'essaie de retrouver une... Voilà, et en fait, Gauclair nous fait des pages comme ça, c'est vachement bien, c'est chouette. Donc j'avais oublié de le préciser à l'époque, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Après, pour ceux qui aiment les motos, il y a ça aussi, sympa. Voilà. Il n'y a pas de moto dans l'histoire originale. Il n'y a pas de moto, mais c'est pour ça que c'est une adaptation en fait. Voilà. Et donc ça, c'est édité chez Daniel Maguin. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et il y a toujours une partie, comme je l'avais signalé, il y a toujours une partie calligraphique à la fin. Qui est toujours très sympa, bien élaboré, on voit un peu la jeunesse de l'album. Donc ça aussi, en thématique hivernale, la neige, le froid, etc. Québec, tome 1, voilà. Le tome 2 est prévu pour l'année prochaine, si j'ai bien compris. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ça fait déjà pas mal de bouquins, je crois qu'il y en a une dizaine, un peu plus même, qui sont... Vous avez de quoi faire votre choix dans tous les genres, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a de la jeunesse, on a de l'aventure, du on a comics, des choses un peu plus... des choses un peu plus adultes, du classique franco-belge, non, il y a à peu près du financier. Il y a vraiment, même si on l'a pas fait exprès, il y a une sorte de diversité dans les genres abordés qui est assez intéressante. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, ça peut vous donner des idées. Même on est sorti des fois un peu de nos styles habituels, parce que le premier bouquin sur l'alpinisme, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de présenter sur Niap. Donc il y a vraiment beaucoup de choses très diverses. Écoutez, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire sur... si jamais vous avez des bouquins que vous avez aimés sur la thématique que vous avez envie d'évoquer, de parler, vous n'hésitez pas. Donc soit sur le live Facebook, qui sera toujours temps d'en parler, soit en commentaire de cette vidéo YouTube si vous la visionnez sur YouTube. On la mettra sur YouTube aussi pour que vous puissiez la visionner. Donc voilà, c'était le numéro 2 de Niap Club. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on n'en refera pas avant les fêtes. Donc voilà, et puis l'année prochaine pour un autre épisode. Voilà, et puis on aura peut-être un cadeau à vous faire gagner prochainement, mais on tease juste rapidement. Non, c'est pas peut-être, on va avoir un cadeau à vous faire, c'est sûr, on va avoir un cadeau à vous faire gagner prochainement. Soyez attentifs sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, on va publier quelques vidéos, il faudra être attentif, et donc voilà. Je l'ai teasé cette semaine, j'ai mis une petite vidéo, Michel Vaillant, Niap, ça va parler de ça. Donc soyez attentifs, et il y aura un concours qui va être lancé, je pense, semaine prochaine. Voilà. On vous dit à très bientôt, surtout lisez des bandes dessinées, et on se retrouve sans doute en janvier ou en février pour vous parler de bandes dessinées. Tout à fait, allez, à plus.